Cette nouvelle saison débute par un bref retour en arrière. On y voit Kafka et Mina, encore enfants, fuyant pour échapper à un tremblement de terre. Il est probable qu'un kaiju soit apparu, provoquant des secousses dans toute la ville. La population est en état d'alerte. Alors qu'il court, Mina chute, et Kafka la rassure en lui affirmant qu'avec lui, rien ne peut lui arriver. Peu après, les forces de défense interviennent, ce qui réjouit Kafka, qui s'écrie avec enthousiasme qu'il faut éliminer ce kaiju. Soudain, des débris d'un bâtiment s'effondrent sur lui, le projetant au sol. Tandis qu'il cherche Mina du regard, la caméra pivote brusquement pour révéler l'ensemble de la force de défense alignée devant lui. Toute la force de défense fait maintenant face à Kafka. Ses amis nettoyeurs sont également présents. Sur le toit d'un immeuble, Mina est debout, armée, et annonce qu'il ne s'agit pas de Kafka mais du kaiju numéro 8, donnant enfin l'ordre d'ouvrir le feu. Toute l'unité tire, depuis les hélicoptères et d'autres positions. Kafka réagit et riposte, abattant un hélicoptère qui explose dans le ciel. La secousse s'intensifie, Kafka se transforme complètement en kaiju, un monstre gigantesque prêt à porter un coup final capable de raser une moitié de la ville. Mais tout à coup, le rêve se brise. Tout cela n'était qu'un cauchemar. Kafka se réveille, se regarde et se rassure en constatant qu'il est encore humain. Il ne s'est pas transformé. Un soulagement pour lui. On découvre ensuite qu'il est toujours en détention. La scène change, nous conduisant à la 3e division des forces de défense japonaises, dont la base a été partiellement détruite lors de l'attaque précédente. Ceux qui ont vu la saison passée se souviennent que Kafka y a vaincu un kaiju de manière violente, causant de lourds dégâts. Mina arrive sur place pour procéder à une inspection. La reconstruction de la base est déjà en cours. Oshina annonce qu'il a reçu la confirmation que depuis 5 jours, le quartier général n'a encore pris aucune décision concernant Kafka. Son sort demeure incertain. Il enrage intérieurement, estimant que la situation a été mal gérée. Mina lui demande si les nouvelles recrues ne sont pas censées arriver aujourd'hui pour rejoindre une autre unité. Il s'agit des camarades de Kafka ayant passé le dernier test, désormais affectés à une nouvelle division. Oshina confirme qu'ils arriveront à l'heure. On passe ensuite à Reno, pensif. Yaru, assis à côté de lui, propose une photo souvenir et lui demande de se dépêcher. Ils s'installent dans un parc, que l'on apprend être le château de Matsumoto. Ils sont là pour intégrer leur nouvelle unité. Yaru tente de rassurer Reno, disant qu'ils ne font que rejoindre une division, mais il confie aussi son inquiétude à propos de Kafka. Il doute qu'il puisse reprendre sa place en tant que membre ordinaire de la force de défense. Reno se souvient de ce que le maître avait dit juste avant de se transformer. Il s'interrogeait sur son avenir, se demandant s'il pourrait réintégrer les forces malgré son apparence monstrueuse. Yaru rit, avouant qu'il a été choqué par la transformation de Kafka. Reno, quant à lui, croit fermement que Kafka reviendra. Il se dirige alors vers la 4e division. Reno se promet de devenir plus fort pour pouvoir un jour sauver Kafka. De son côté, Kikoru lit les messages du groupe, où chacun informe qu'il se rend à sa nouvelle base. Elle repense à Kafka, se disant qu'elle devra peut-être l'arrêter si cela s'avère nécessaire, et qu'elle doit donc s'entraîner encore davantage. À ce moment, la porte s'ouvre et le vice-capitaine de la 1re division, Eiji, entre. Il a l'air sévère. Il annonce à Kikoru qu'il va l'emmener voir leur capitaine. Il précise que la commandante Hachiro leur a déjà expliqué la situation, que leur base est détruite et en reconstruction, et que tous les membres sont temporairement mobilisés dans d'autres divisions. Une carte détaillée s'affiche alors. Elle montre que les divisions 13 à 16 sont situées au sud, les 1 à 4 à l'est, les 5 à 8 à l'ouest, et les 9 à 12 au nord. La division était réputée être la plus puissante du Japon, surnommée la superpuissance anti-kaiju. Kikoru le savait déjà depuis l'Amérique, tant leur réputation est grande. Elle considère cet endroit comme idéal pour progresser. Ils arrivent enfin devant la salle du capitaine. Kikoru se prépare à rencontrer l'homme considéré comme le plus fort du Japon, espérant apprendre beaucoup de lui. Mais à leur arrivée, il trouve le capitaine absorbé par un jeu vidéo, frustré de ne pas monter en classement. Eiji referme la porte du commandant calmement, et demande à Kikoru de lui donner quelques instants. Pendant ce temps, la frustration du commandant est à un tout autre niveau. Mais alors qu'il est sur le point d'atteindre son but, Eiji furieux, lui donne un coup de pied au cul. Il lui rappelle qu'il devait recevoir une invitée, mais le capitaine s'énerve, car il vient de casser sa PS5. Eiji lui reproche sa fainéantise, car il lui avait demandé de ranger son bazar. Le commandant refuse de le faire, prétextant le libre arbitre. Pendant ce temps, Kikoru est sans voix devant la scène qu'il voit. Eiji le soulève, et une équipe de nettoyage entre pour ranger la pièce, ce qui agace encore plus le capitaine. Eiji présente alors le capitaine Narumi à Kikoru. Celle-ci pense qu'il ne lui inspire aucun respect. Narumi l'interroge, lui demandant si elle est bien la fille d'Isaba dont tout le monde parle. Kikoru reprend son calme. Peu importe son opinion, il reste son supérieur. Elle se présente et se montre prête à obéir aux ordres. Narumi lui dit de ne pas être aussi formel, car il n'aime pas ça. En tant que capitaine de la 1re division, il n'attend qu'une seule chose d'elle. Kikoru s'interroge, mais une alarme retentit soudain,
signalant une nouvelle attaque de kaiju. Narumi lui répond qu'elle découvrira ce qu'il attend d'elle en combattant. Il lui promet une place idéale pour observer la mission du jour. Les événements sont ensuite décrits étape par étape. 15 minutes plus tôt, le kaiju est repéré. 5 minutes plus tôt, le ministère de la Défense valide un plan d'action, immédiatement relayé à la base. Le capitaine Narumi embarque dans un hélicoptère avec Kikoru. Pendant ce temps, l'unité d'Eiji part d'un autre point, et plusieurs tanks et missiles à moyenne portée sont déployés. Une alerte d'évacuation est lancée pour la population, dirigée vers des zones sûres. Les autoroutes sont fermées. Différents types de blindés, mitrailleuses et équipements sont positionnés, y compris sur les ponts. Des missiles sont tirés depuis de longues distances vers le kaiju, marquant la première offensive. Cela oblige la créature à modifier sa trajectoire vers le nord-ouest, afin d'éloigner le danger de la ville. Le kaiju avance en direction du pont, où de nombreux tanks sont déjà positionnés, puis plonge dans l'océan pour tenter de le détruire. Cependant, la force de défense se retire en toute sécurité. Peu après, Narumi arrive et ajuste la stratégie. De nouveaux membres de la première division sont introduits, parmi eux Kikoru, Miyake et Tachibana. Narumi leur ordonne de se diriger vers Ozanbashi. Il demande à Eiji de rester sur place pour ralentir l'avancée du kaiju, ce qu'il fait immédiatement en lançant une offensive. Pendant ce temps, les trois autres attaquent eux aussi depuis une tour. Kikoru est impressionné par leur capacité à contrôler les mouvements du kaiju. Elle observe comment chaque membre coordonne sa force de frappe pour affaiblir l'énergie du monstre jusqu'à 40%, ce qui permet de mieux le gérer. Narumi se prépare alors à intervenir. Il prend son arme et s'apprête à sauter d'un hélicoptère. Avant de sauter, il s'adresse à Kikoru et lui dit qu'il ne cherche ni politesse ni propreté ni zèle ni respect. Ce qu'il attend d'elle, c'est une seule chose. Puis il se lance dans le vide. Son arme, posée sur son épaule, se transforme en un hybride de pistolet et d'épée. En chutant, il transperce le dos du kaiju avec puissance. Une explosion spectaculaire s'ensuit et le monstre est réduit en morceaux. Du sang éclabousse la moitié de la ville. C'est un moment d'action intense et impressionnant. Ce type dégage une aura incroyable depuis son apparition. Il explique ensuite que ce qu'il attendait, c'était une force brute, une puissance incontrôlable. Ce qu'il veut, ce sont des résultats, pas des discours inutiles. Kikoru lui répond que cela lui plaît, et que ce sera amusant. De retour à la base, Narumi consulte les tendances en ligne. Il se demande pourquoi Mina est en top tendance et pas lui. Il est frustré que l'on attribue le mérite de la victoire à Mina, alors que lui a porté le coup fatal. Il râle, trouvant cela injuste. Kikoru l'observe et pense que cet homme, considéré comme le plus fort du Japon, est en train de chercher son nom sur Internet. Elle le trouve narcissique. Pendant ce temps, le téléphone de Narumi sonne, mais il ne décroche pas. Il affirme que ce n'est probablement qu'une convocation pour une réunion, alors autant ignorer. Eiji arrive alors brusquement, lui donne un coup de pied et le fait tomber de sa chaise avant de le traîner en disant que cela fait aussi partie de son travail. Narumi demande ce qui est si urgent. Eiji répond que cela concerne Kaiju numéro 8. La scène bascule vers Kafka, qui fait des pompes avec détermination. Kafka se souvient qu'il doit encore prouver sa valeur. Il est motivé. Soudain, des hommes arrivent pour le conduire. Il aperçoit Kikoru et ils sont tous deux amenés devant le directeur. Narumi est là également. Kafka reconnaît en lui le capitaine de la première division. Le directeur annonce à Kafka qu'il est transféré dans cette division. Il explique que Kafka est le kaiju le plus puissant de l'histoire. Une coopération entre une unité anti-kaiju et un kaiju aussi redoutable renforcera leur système de défense. Si Kafka réussit la prochaine mission et que les autres membres de l'unité l'acceptent, il pourra rester. Sinon, il sera définitivement exclu de la force de défense. Kafka est prêt. Il ne souhaitait pas rejoindre en tant que kaiju, mais pour survivre, il est sur le point d'accepter quand Narumi l'interrompt. Il dit ne pas avoir besoin de lui. Selon lui, la seule force dont la division a besoin, c'est la sienne. Il tourne les talons, mais le directeur le rappelle à l'ordre. Il affirme que cela ne suffit pas. Le kaiju numéro 9 possédait la capacité de se transformer en humain et le numéro 10 a détruit leurs unités. Les kaiju évoluent, et eux doivent adapter leurs méthodes. Pour mieux les comprendre, il faut quelqu'un qui leur ressemble. Narumi finit par comprendre. Il dit que la meilleure manière d'utiliser Kafka est de le traiter comme une arme. Kafka affirme qu'il ne peut pas mourir maintenant. Il doit honorer la confiance de ses amis et tenir sa promesse faite à Mina, celle de rester à ses côtés pour vaincre les kaiju. Il n'a pas encore accompli cela, mais il est prêt à y consacrer sa vie. Il accepte de rejoindre la première division. Narumi lui répond qu'il se fiche de ses sentiments ou de son respect. Ce qu'il veut, ce sont des résultats. Si Kafka perd le contrôle à nouveau, il le tuera sans hésiter et utilisera son corps pour fabriquer une arme. Pendant ce temps, Oshina informe Mina que Kafka et les nouveaux membres vont intégrer leur unité. Mina répond qu'elle va s'entraîner et invite Oshina à venir avec elle. La scène change. On voit Kikoru faire ses bagages et quitter les lieux. Ensuite, le père de Kikoru, Isao, qui est également le directeur, arrive auprès d'une équipe de scientifiques. On y découvre un homme suspendu, peut-être une arme, le doute demeure.